Pourquoi et depuis quand êtes-vous devenu écrivain? Que faisiez-vous avant d'être écrivain? Alors j'ai l'impression que être écrivain, c'est quelque chose qu'on n'attrape pas comme un désir de profession, mais que c'est quelque chose qu'on a en soi, et dans mon cas, quelque chose que j'ai rencontré assez jeune. C'est-à-dire que, à peu près à l'âge de 12 ans, le jour de l'enterrement de mon grand-père, j'ai constaté que j'étais beaucoup mieux seule en train de lui écrire sur une feuille de papier, que j'avais quand même replié en forme de livre, donc c'était pas tout à fait une feuille de papier, ça ressemblait davantage à un début de livre. Et je m'étais dit, voilà, tout le monde pleure, tout le monde est rassemblé, l'enterrement est passé, qu'est-ce qu'on se dit maintenant? Comment est-ce qu'on a mal ensemble? Et comment dire, l'idée d'avoir mal ensemble, c'était un peu absurde, c'est-à-dire que j'étais contente qu'on me caresse les cheveux et qu'on me tende un verre d'eau, mais que ça allait pas suffire. Pas à guérir, mais à accompagner la peine. Et donc, je suis allée dans une autre pièce et je me souviens qu'en écrivant, je me suis dit, je lui parle, donc je parle à ce grand-père qui n'est pas là, je lui écris ce que je ressens et la douleur s'en va. Donc j'ai quand même constaté que c'était très pratique en fait. Et je me suis dit, c'est vrai qu'au moment où ça va pas, le soutien le plus important, il est là et il n'est pas dans la compagnie des autres. Et donc au début, je me suis dit, tiens, enfin je me suis pas dit, mais voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai compris qu'écrire, ça allait être quelque chose de vraisemblablement plus doux que vivre. Et que l'accompagnement de la vie par l'écriture, ce serait pas seulement pratique, mais ce serait nécessaire et assez évident à chaque fois qu'il y aurait besoin soit de ne pas m'ennuyer, soit d'être plus complète en fait. Et je pense que si je l'ai ressenti, cette impression de ne pas être complète quand j'écris pas, c'est parce que être écrivain, ça faisait partie de moi et que tant que c'était pas exprimé, bah, il n'y avait pas grand-chose en fait. Enfin, il y avait moi, mais il y avait moi sans ça, et moi sans ça, c'est la moitié, ou c'est pas... Enfin voilà, il manque un morceau. Et c'est comme s'il manquait mon ombre ou qu'il manquait la personne, mais voilà. Donc j'ai l'impression qu'écrivain, peut-être qu'on peut petit à petit se mettre à écrire des livres, avoir envie d'écrire des textes, se rendre compte qu'on écrit bien et qu'on veut en faire quelque chose, mais ensuite quand on réfléchit à comment ça vient, on se rend souvent compte que c'était un langage, un mode de communication à soi, et que tant qu'on ne l'avait pas, ben, on ne pouvait pas parler au monde et être comprise du monde. Auriez-vous aimé poser ta question le micro? Ah oui. C'est à redonner le micro. Merci. Auriez-vous aimé faire un autre métier que celui d'écrivaine, ou bien préférez-vous écrire? Je pense que je préfère écrire. J'ai choisi ce métier pour la dose de liberté qui allait avec, en fait. Et je me suis toujours dit, si de toute façon, je vois pas tellement ce que je pourrais faire d'autre. Et c'est le seul métier qui me permet d'être seule. Donc il y a la solitude et la possibilité d'exprimer quelque chose qui est moi, enfin qui est en moi mais qui est moi, et donc d'être en fait, je me dis bon bah voilà, je suis en vie deux fois. Je suis en vie et puis je suis en vie parce qu'en plus mon métier c'est pas quelque chose que je fais pour seulement pour vivre, ou c'est pas quelque chose qui est un pain somme. J'avais vraiment besoin d'avoir un métier qui soit plus fort que moi en fait. Je pense que j'aurais pas aimé avoir un métier qui aurait été un accessoire dans ma vie. Il fallait que ce soit quelque chose qui soit moi. Donc j'ai pas envie de changer. Parfois je me dis que c'est difficile et parfois ça m'empêche pas de me dire oh là là, j'aimerais bien arriver au bureau le matin, repartir le soir et arrêter de penser, parce que écrire des livres ça s'arrête jamais. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de repos. On ne peut pas se dire c'est les vacances, c'est plié, parce que c'est toujours le moment où on est taraudé soit par un livre qu'il faut écrire et qui ne vient pas, soit par une idée qui n'allait pas et un livre qui bloque. Donc en fait, il n'y a jamais le repos
le truc où on souffle le soir, le week-end, enfin pendant ces périodes que les gens aiment en général parce qu'elles correspondent à des temps d'autres choses. Il n'y a pas. Donc ça m'arrive parfois de me dire j'en ai marre, mais ça passe assez vite parce que c'est la contrepartie d'une expression qui, si elle n'existe pas, m'empêche d'exister a priori. Donc j'ai pas le choix en fait. Mais c'est pas mal. C'est le tour d'Elsa. Vous préférez écrire des romans ou des nouvelles? Quelle est la différence entre les deux? Alors, je pense que je ne sais pas tellement ce que je préfère écrire. Ça dépend des romans et ça dépend des recueils de nouvelles. Dans l'ensemble, j'ai tendance à dire comme ça, en réponse réflexe, que je préfère écrire des nouvelles parce que je respire mieux quand j'écris des nouvelles. Parce qu'entre deux nouvelles, enfin quand une nouvelle s'achève, je me dis ouf, ça y est, c'est fait, je passe à la suivante. Mais déjà, il y a un morceau qui est fait. Quand j'écris un roman, il n'y a jamais un morceau qui est fait, sachant que je ne sais jamais si je vais pouvoir avancer encore. C'est-à-dire que le roman, tout au long de l'écriture du roman, j'ai vraiment l'impression que je rentre dans un tunnel qui fait tout noir et que je ne sais pas où est la sortie. Et donc, je cherche, j'ai une espèce de petit briquet, je regarde ce qu'il y a marqué sur les murs de la grotte. En général, il n'y a rien marqué, donc j'essaye de trouver des sortes de routes qui partiraient sur les côtés, qui pourraient m'aider à trouver la vraie sortie. C'est vraiment une espèce de labeur long, lent et pénible, sauf parfois quand le roman tombe du ciel, ce qui arrive assez rarement, mais où je peux vraiment me dire waouh, je suis dans un état de hors de moi, et où le livre est un peu donné, comme ça. Donc ça ne marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, là je me dis j'adore écrire un roman parce que c'est sur des rails et hop, ça décolle. En revanche, donc la différence entre les nouvelles et les romans, je ne peux pas vous la donner comme une définition commune à toutes les personnes qui écrivent, mais pour moi, la nouvelle, c'est une histoire qui doit être très visuelle, même si on ne fait pas de description forcément, qui doit être une sorte de vision instantanée de l'autre par l'intérieur. C'est-à-dire qu'à la fin, ça donne une sorte de portrait d'une situation, mais que je connais si bien du dedans que normalement le lecteur doit savoir ce qui s'est passé avant et ce qui se passera vraisemblablement après la nouvelle. Donc il faut une espèce de connaissance globale du personnage, même si on ne raconte pas. Et donc là, c'est quelque chose, c'est vraiment attraper un personnage de nouvelle, c'est un peu comme une, je sais pas, c'est comme une paire de claques, quoi. On l'a vraiment dans. Ça me réveille. Enfin, je me dis waouh, je l'ai là, et donc il faut, je sais pas ce que c'est, il faut. Après, il s'agit de mettre le bon éclairage, de mettre l'ombre là où il faut et de réussir à faire la photo du truc tel qu'on l'a imaginé en une fraction de seconde. Pour la nouvelle, je pense qu'il faut avoir la fin, contrairement. Enfin, pour le roman, je ne cherche pas à avoir la fin quand je commence à l'écrire. Et pour la nouvelle, j'ai besoin de savoir la fin parce qu'on vous dit souvent que quand on écrit une nouvelle, il faut avoir une chute. La chute, très souvent, on se dit « Ah oui, c'est le truc qui vient se dérober sous vos pieds au moment où vous croyez que la chose va s'apaiser tranquillement. Il y a une fin en queue de poisson, etc. » Alors, c'est pas toujours la fin, la fin choc qu'il faut trouver, mais c'est parfois juste une fin, en fait, il faut réussir à fermer la nouvelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « Allez, on va laisser flou, comme ça, c'est un mystère ». Il ne faut pas non plus dire « On va laisser un truc double », parce que comme ça, même nous, on n'en sait rien. Je pense que celui qui écrit, il doit savoir ce qu'il a raconté, même si celui qui lit se dit parfois « Ah oui, il y a un petit doute », bon. Mais donc il faut connaître la fin, même si on ne connaît pas le déroulement de l'histoire. Donc une nouvelle, qu'elle fasse, je ne sais pas, 3 ou 10 pages, pour la faire, je me dis toujours, bon voilà, ça raconte l'histoire d'une femme qui voulait avoir un seul enfant, elle est enceinte de jumeaux, donc elle en jette un par la fenêtre. Et donc une fois que j'ai la boucle, comme ça, je peux inventer l'intérieur et prendre mon temps ou pas, ça va. Pour le roman, je pars sans idée du livre, en général. C'est-à-dire sans thème,
sans personnage, sans objectif jamais. Il y a une sorte de climat et il y a une sorte d'envie. L'envie, c'est l'envie d'écrire. Le climat, c'est l'ambiance où je me dis, ah ouais, c'est plutôt... Enfin, c'est rarement un truc où on va rigoler, mais c'est une ambiance... Je sens une sorte de présence. Voilà. Et la présence... après, il faut que je la décrypte. En fait, c'est comme si vous avez un fantôme qui rentre dans votre chambre et que vous vous dites ah oui, donc il y a un fantôme, alors qui y a dessous? Et donc, comme il vous fait un peu peur, vous ne pouvez pas vous jeter dessus pour lui arracher son drap. Donc, vous essayez de vous dire ok, il bouge comme ça, donc c'est plutôt un garçon, donc c'est plutôt une fille, donc qu'est-ce qu'il vient me dire? Et c'est vraiment les mots. Mais pareil, hein, c'est pas pour. Enfin, il y a plein de gens qui écrivent des romans, qui ont un plan, qui savent ce qu'ils vont écrire à l'avance. Moi, je sais pas parce que c'est l'écriture qui me permet de découvrir le personnage, ce qu'il va faire, son histoire et tout en fait. Donc je pense que c'est ça la différence dans mon cas, c'est le doute perpétuel pour le roman et pour la nouvelle, c'est plus l'image forte. Est-ce que vous avez une journée type pour écrire? Passez-vous tout votre temps à écrire? Et que faites-vous quand vous n'écrivez pas? Alors, j'écris en général le matin dès que... En fait, avant, je dis toujours avant et après parce que ça correspond à avant d'avoir un enfant et après en avoir eu un. Donc, avant, j'écrivais dès que je me réveillais. Et c'était très important qu'il n'y ait pas de parole, en gros, entre le moment du réveil et... Enfin, dès que je me levais, je me mettais à mon ordinateur et je restais là longtemps, enfin, tant que j'écrivais. Et puis après, la journée pouvait commencer, enfin, voilà, je sais pas, prendre sa douche. Voilà. Et puis, en fait, je m'y remettais. Et j'adorais les moments, surtout, où les gens s'activent dehors, c'est-à-dire l'heure du départ au bureau, l'heure où les gens déjeunent et l'heure où ils rentrent chez eux. Et là, j'écrivais vachement bien parce que j'avais l'impression d'être à l'abri chez moi. Et là, maintenant, c'est justement les heures où il faut que je fasse comme les autres et que j'aille à l'école ou que j'aille... voilà. Donc, l'après-enfant, c'est plus une sorte de... Je me suis faite à l'idée de travailler dès qu'il y a du silence en fait. Donc dès que je reviens de l'école, hop, je m'y mets et puis après je sais que... Enfin, je suis obligée de suivre des horaires comme ça, mais les horaires, je les suis assez scrupuleusement parce que sinon, en fait, je pense que si la part de travail n'est pas faite, je me sens assez vite ou frustrée ou mal. Enfin, ou voilà, j'ai pas travaillé, en gros, je peux pas faire le reste. Donc j'ai vraiment besoin de travailler. Donc c'est jamais la nuit, mais c'est le jour dès que c'est possible. Et qu'est-ce que je fais quand j'écris pas? C'est vrai que quand j'écris pas, j'ai l'impression que je fais des choses très concrètes qui sont, je sais pas, en effet, c'est faire des choses de la vie de tous les jours. Mais j'ai pas de... Je pense que ma seule obsession, c'est quand même d'écrire. Donc, ce que je peux faire pour écrire, en fait, qui n'est pas écrire, mais qui m'aide à écrire, c'est la marche. Et là, pour le coup, ça m'arrive de marcher beaucoup, très longtemps. Mais je pense qu'à ça, en fait. Je pense qu'à mon livre, soit qui est en train de se faire, et je trouve la suite, ou je trouve des trucs, ou du sens, etc. Je pense qu'un livre, il est là tout le temps. Et donc, à côté, enfin, moi, j'ai quand même l'impression que tout ce que je fais à côté, c'est un peu intéressé. C'est-à-dire que il va falloir que ça alimente. Et si je sais pas, si je me dis ah bah oui tiens je vais aller je sais pas au cinéma mais le film n'a absolument rien à voir avec ce que j'écris, etc. Ça me gêne pas parce que je me dis oui mais c'est pas grave parce que justement il va y avoir peut-être pourquoi pas de la frustration que ce soit absolument pas une nourriture pour mon livre. Donc la frustration ça peut m'aider à trouver autre chose pour mon livre, mais c'est quand même un truc tout concourt à l'écriture du livre. Quelle qualité faut-il
faut-il avoir pour être écrivain? Je ne sais pas si c'est une qualité, mais j'aurais dit qu'il fallait être un peu exhibitionniste, c'est-à-dire ne pas avoir trop de pudeur avec les choses du dedans, avec ses sentiments, avec ses envies, avec ses monstruosités. Il faut quand même avoir envie de les déployer. Alors pareil, c'est pour le genre de livre que j'écris, mais j'ai l'impression qu'il faut être un peu obsessionnel, qu'il faut être travailleur, et qu'ensuite il faut pouvoir en effet ne pas être gêné de montrer aux autres. Alors les autres, c'est plutôt les gens qui vous connaissent, mais ce que vous êtes vraiment en fait. Donc je pense que c'est ça. C'est la capacité à ne pas être gêné, même quand c'est moche, même quand c'est bizarre, même quand c'est un peu nul. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais mis dans la balance. Quand j'ai publié mon premier livre, par exemple, j'en avais plusieurs qui avaient été refusés avant. Et mon premier roman était, comme avaient dit les journalistes, trash, donc c'était un mot qui me faisait horreur, mais qui revenait perpétuellement. Et donc, je pense que moi-même, le jour où l'éditeur m'a appelé pour me dire qu'il voulait me publier, j'ai vraiment ressenti une espèce d'arrêt, où je me suis dit, waouh, en effet, le livre, il est quand même assez violent, comment ça va être perçu par les miens? Là, c'était surtout par mes parents, en fait. Et en fait, je crois que ça a duré 5 minutes, hein, mon hésitation, où je me suis dit, aïe. Et puis après, je me suis dit, mais on s'en fiche. Enfin, si on est publié et qu'il y a quelque chose derrière, il faudra surtout jamais perdre le souci de dire les choses comme ça et de ne pas les masquer. Enfin, et de ne pas essayer d'ignorer ça ou de faire plaisir à un tel. Enfin, il faudra oublier tout le monde, en fait. Donc, en plus, une qualité des écrivains, je pense que c'est l'égoïsme total. Mais bon, qui sont dans la vraie vie des qualités moyennes. Donc, quel diplôme avez-vous et quelles études faut-il faire pour parvenir à être écrivain? Moi, je pense qu'il ne faut pas en faire, mais moi, j'ai toujours détesté les études, l'école. Donc, j'ai un DUG de lettres modernes, obtenu, je ne sais pas comment, mais en tout cas sans aller jamais à la fac, que je trouvais trop vaste et trop pleine de gens. Donc, je pense que non, je pense que le problème, c'est qu'il faut faire des études pour avoir un métier, enfin voilà. Mais que pour être écrivain, il faut l'étude qu'il faut faire, c'est l'étude de soi. Donc l'étude de soi, l'étude des autres, c'est regarder, être, côtoyer, comprendre à sa manière. C'est vraiment, je pense que c'est de l'étude au microscope des choses humaines. Et je pense qu'on n'apprend pas à écrire quand on écrit, quand on a quelque chose. Enfin, quand on peut apprendre à écrire correctement français, à ne pas faire de fautes, à faire des belles tournures, à connaître plein de mots. Mais c'est pas pour ça qu'on deviendra écrivain. Je pense que c'est vraiment passer le pacte avec soi, de retranscrire sur une feuille ce qu'on est soi, en fait. Et à partir du moment où ça, on arrive à le faire, je pense que les études, après, c'est pour nourrir la vie, mais c'est pas pour nourrir l'écrivain. Tour d'Alicia. Combien de livres avez-vous écrit? J'ai dû en écrire à peu près 25 et en publier à peu près 20. Donc des romans et des recueils de nouvelles pour adultes, comme ceux que vous avez lus, et des romans pour enfants. Alors, quel a été votre plus grand succès et quel est le livre que vous avez préféré écrire?
Alors le plus grand succès en librairie et en tout, et à l'étranger parce qu'il y a eu des traductions, c'était un recueil de nouvelles sur les mères et les filles qui s'appelait Insectes. Voilà. Est-ce que j'ai bien aimé l'écrire? Ouais, je crois que celui-là, j'ai bien aimé l'écrire parce qu'il est venu très vite, enfin dans un temps record, parce qu'il est venu après un livre que j'ai jamais publié et qui parlait de la mort de la mère. Enfin encore d'une histoire mère-fille, quoi. Et donc je pense que ce roman que j'ai pas publié avait préparé le terrain pour écrire Insectes, et donc ensuite les nouvelles sont venues comme ça. Je crois que j'ai bien aimé l'écrire. En général, j'aime plus écrire mes livres, donc les livres que j'ai aimé écrire, c'était ceux du début qui venaient assez brutalement et qui me... Et quand j'avais écrit le matin et que je relisais l'après-midi, je me rappelais presque plus que j'avais autant avancé et que j'avais écrit tout ça. Je pense que j'ai bien aimé écrire celui qui va sortir en avril là et qui s'appelle Ma Grande, que j'ai aimé écrire parce que à nouveau j'avais des ailes en fait et que j'étais dans la tête d'un homme qui racontait le meurtre de sa femme perpétré par lui et que là encore je l'ai écrit très vite et vraiment poussé par une nécessité, une urgence, etc. Donc voilà, je pense que les livres que j'aime écrire, c'est vraiment ceux qui me manipulent, plus que ceux qui me donnent du fil à retordre, et c'est quand même la majorité. Si j'aime bien écrire, j'avais bien aimé écrire Les Messieurs, c'était des nouvelles sur des histoires d'amour entre des femmes plutôt très jeunes et des messieurs plutôt très vieux. Et en fait, j'ai bien rigolé en écrivant ça, et puis les nouvelles s'enchaînaient. Et donc à nouveau c'est ça, c'est la vitesse en fait qui me grise. Quand vous aviez notre âge, pensiez-vous que vous deviendriez écrivaine? Je le pensais comme une envie vraiment. Enfin, j'avais très envie d'être écrivain, mais je l'aurais jamais dit à mes parents par exemple, parce que j'aurais pensé que c'était, enfin que ce serait reçu comme de dire j'ai envie d'être chanteuse ou comédienne, que ça s'accompagnait d'un métier, de quelque chose de rigoureux, enfin de réel. Donc c'était vraiment un rêve. Ça, je sais que j'en avais envie, mais que pour moi c'était absolument impossible que ça arrive. J'en avais envie vraiment comme dans un rêve. En tant que lectrice, quel est le livre qui vous a le plus marqué et lisiez-vous beaucoup quand vous étiez lycéenne? Oui, quand j'étais lycéenne, je me souviens que je lisais beaucoup. Justement, je pense pour fuir. Je me souviens du mercredi où vraiment je lisais. Je faisais pas tellement d'activités sportives à côté de. Enfin bon, voilà, j'avais pas tellement d'activités. J'avais pas tellement de groupes d'amis. Donc la lecture, c'était vraiment une façon, avant d'écrire, de me réfugier dans une bulle totale en fait. Donc il y avait le rituel de l'écriture, c'était un truc de bien-être, comme le soir quand je me couchais et que je me disais, je m'en fiche même si je me couche tôt parce que je vais pouvoir penser. En fait c'est ça, je me disais je vais pouvoir penser. Et penser dans la journée quand il y a du bruit, des gens qui vous parlent et une certaine agitation physique nécessaire, j'y arrivais pas. Et donc penser, je ne sais pas à quoi je pensais d'ailleurs, mais en fait c'était exactement la même bulle que lire, c'était quelque chose où on pouvait, où a priori j'avais une... C'est comme si je descendais, je ne sais pas où, enfin c'est comme si j'avais enfin accès à mon cerveau, qui est totalement parasité en permanence enfin je sais pas, dans un endroit où il y a plein de bruit, moi j'arrive pas du tout à suivre un axe et je me dis bon ok j'attrape les bruits, je vais tout recevoir, je vais rien garder de ce qui m'arrive dessus et puis à un moment il y aura enfin cette espèce d'apaisement et de repos. Je pense que c'est vraiment du repos. Après, sur les lectures, j'ai jamais suivi un axe très, comment dire,
très rigoureux ou très... donc j'ai lu ce que les profs me disaient de lire, j'ai lu ce que les libraires me conseillaient, j'ai lu ce que je trouvais beau dans le titre, sur la couverture. Et puis parfois j'ai aimé un auteur, je me suis dit tiens je vais continuer. C'est plutôt l'anarchie au niveau des lectures, mais c'est vraiment un truc de goût. C'est-à-dire qu'à un moment j'ai arrêté de lire ce qui me semblait être pénible. Et je l'ai vraiment pris comme une lecture d'évasion, tout en détestant les livres d'évasion. C'était... Après, j'ai toujours eu peur de la contamination quand j'écrivais et que je lisais. Il m'arrivait d'arrêter des lectures en me disant « Oh là là, c'est la catastrophe, la voix de l'auteur est trop présente ». Il y a quelques auteurs comme ça qu'il ne faut pas que je lise quand j'écris parce qu'ils viennent ils sont trop lancinants ou ils sont peut-être trop intenses. Et comme je cherche l'intensité, j'aime pas qu'on me balance trop d'intensité à l'oreille parce que j'ai peur de l'attraper. En fait, j'ai peur de faire pareil, mais en pas bien. Nous irons au Salon du Livre à Paris en mars prochain. Est-ce que vous irez aussi? Oui, alors j'y suis, pas pour le livre qui sort, puisqu'il sort en avril, mais j'y suis parce que je sors un livre pour adolescents, c'est comme ça qu'ils l'appellent, chez Flammarion Jeunesse, et que je sais que j'ai une rencontre à propos de l'utilité ou pas du livre dit pour young adults. Et donc il y aura une espèce de conférence où j'imagine qu'après je signerai mon livre qui s'appelle Proxima du Centaure. Et voilà, donc ce sera pour... J'y serai, je crois, je ne sais plus si c'est le 16 ou le 19 mars. Vous y allez toute la classe? Oui. Le vendredi après-midi. C'est le combien? Le 16. Ah bah c'est peut-être ça. 16 mars. Bah oui, ça doit être ce jour-là. C'est possible, parce que si c'est pas le week-end, comme le lundi c'est pour les professionnels. Donc ah, je vais regarder, je vais vous dire. Je vais regarder après. c'est le tour de Grégoire. Donc, avez-vous lu les livres de la sélection du prix des lycéens de Bourgogne? Et si oui, les avez-vous aimés? Mais non, mais je ne savais pas en fait je savais pas qui était en liste. J'ai découvert dans la voiture sur le programme que j'avais pas eu, donc je ne savais pas qui étaient les autres auteurs. Je pense qu'à l'époque où on m'a proposé, la liste n'était pas du tout établie. Maintenant c'est Vincent qui prend la suite avec la présentation du recueil. Maintenant, nous allons vous présenter le recueil Rebelle un peu de Claire Chassion. C'est un recueil de 29 nouvelles sur le thème des adolescents en général. Leur famille, leurs amis, leur vie. On y retrouve souvent le thème de l'amour, mais aussi celui du mal-être des adolescents avec leurs parents. On peut lire des histoires comme Le Populaire qui parle de la vie d'une collégienne faisant partie du groupe des plus belles du collège. Elle décrit le quotidien de ce groupe, son influence sur les autres personnes, comment elle y est entrée, ce qu'il faut faire pour y rester et ce qu'il ne faut absolument pas faire pour en sortir. Donc, dans le recueil, il y a aussi des histoires plus dramatiques comme Garde bien taclé autour du cou, qui parle d'une fille victime d'un accident cérébral, mais on peut aussi y trouver des nouvelles plus détendues, par exemple Nos agriculteurs y ont mis tout leur cœur, sur le thème de la nourriture biologique. Donc c'est une adolescente qui essaye de faire comprendre à ses parents qu'il faut changer de régime alimentaire. Donc on doit de passer de l'animal élevé de manière industrielle pour se nourrir de végétales biologiques. Donc on a apprécié ce livre pour ses histoires réalistes, on a l'impression qu'elle pourrait nous arriver. Et maintenant, des élèves ont écrit une suite à 2 de vos nouvelles, Tu vas nous manquer, Ratoon et Je suis un obode. C'est Léaline qui commence. Merci. Tu vas nous manquer, Ratoon. La taupe et le pingouin chuchotent au pied du car. Tu vas drôlement nous manquer, Ratoon. La taupe a sa tête du matin quand elle n'a pas encore pensé à enfiler ses lentilles. Le pingouin porte son costume tout raide. Pourquoi le car part-il si tôt? Au moins, le soir, le pingouin est un peu moins repassé.
Mais cassez-vous, ils n'entendent pas. La taupe et le pingouin me sourient. On dirait qu'ils vont m'enterrer, mais qu'ils se tiennent quand même debout par égard pour les gens présents. Moi, je veux grandir. Faudrait me lâcher. C'est difficile en ce moment. Ils ne me comprennent pas et ne font rien pour y arriver. La taupe m'a dit que c'est parce que je suis dans ma période ado. C'est n'importe quoi. J'ai hâte d'être loin d'eux. Je ne les supporte plus. Ils sont tout le temps sur mon dos, c'est énervant. Quand vont-ils comprendre que je ne suis plus un bébé ? D'ailleurs, il serait temps qu'ils arrêtent avec ce surnom. Il est idiot, Ratoon. C'est nul. Je vais partir 2 semaines avec mes copines, Lisea et Amy, à Paris. Je suis trop contente car je n'y suis jamais allée. Mais je n'ai pas hâte de rentrer à la maison, ils vont encore être sur mon dos. Après ces 2 superbes semaines, je rentre chez moi. On est heureux de te revoir, tu nous as manqué, Ratoon. Oh non, je ne supporte plus, je vais leur dire. Ça suffit, j'ai plus 5 ans, alors arrêtez de m'appeler Ratoon. Mais c'est mignon comme surnom, Ratoon. Non, j'ai 15 ans maintenant, stop. Bon, tu as raison, tu es grande maintenant. J'espère vraiment qu'ils arrêteront. 1 mois après, plus un seul Ratoon. En fait, ça me manque un peu. C'était mignon, Ratoon. Dans ce recueil, vous parlez de sujets difficiles de l'adolescence, vous parlez d'anorexie, du divorce des parents. Pourquoi avez-vous choisi l'adolescence comme thème ? Avez-vous eu une adolescence difficile vous-même ? L'adolescence, c'est venu exceptionnellement, l'idée du livre est venue d'une rencontre avec des libraires et des représentants, comme ça arrive à la sortie des livres. J'avais écrit un livre pour enfants, et puis il y a eu une réunion comme ça commerciale en fait avant la sortie du livre, et il y a des représentants qui sont venus me voir à la fin et qui m'ont dit: vous voulez pas faire un recueil sur les adolescents, un recueil de nouvelles? Et sur le coup, je me suis dit bon, je sais pas, enfin l'idée est passée. Et puis j'ai écrit la première nouvelle du recueil. Et je me suis dit, en fait, ça me plaît bien, mais j'ai pas envie de l'écrire dans une collection jeunesse, j'ai envie de l'écrire chez mon éditeur adulte. Et donc l'idée est venue de là, et sans doute parce que parler de cette période que j'ai pas particulièrement aimée, et pas parce que c'était une période à problème, mais parce que c'est une période un peu floue, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir vécu, dans le sens où j'étais en crise ou rebelle ou agacée par rien, ni par personne, ni contre personne. Enfin, j'étais quand même assez plate et animée par une seule chose qui était de passer directement à l'âge adulte et de partir. Partir ou de quoi, je sais pas, mais enfin, c'était le mot qui revenait. Et donc, j'ai remarqué que quand même cette période me plaisait bien, parce que je me souviens à peu près ce que je ressentais, enfin même très bien en fait, je me souviens de ce que c'était le collège, le lycée, les amis, les soirées, les parents, tout est resté. Et j'ai quand même une petite fascination pour l'adolescent que je croise dans la vie, dans la rue, que je regarde comme une espèce de spectacle, mais comme je regarderais d'autres personnes, si j'écrivais sur les vieux, j'aurais une fascination pour les vieux. Hein. Donc voilà, le sujet est tombé et je me suis dit, j'ai envie de le raconter sans en faire une étude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce livre, c'est une étude de l'adolescent d'aujourd'hui. C'est pas du tout exhaustif, c'est juste quelques histoires sur des adolescents ou sur des parents d'adolescents d'ailleurs, parce qu'il y a certaines nouvelles où c'est plutôt le parent qui est mis en lumière. Du coup, il y a la dernière question, cet ensemble de questions. Oui. Tu peux la relire, Maxime? Avez-vous eu une adolescence? Ah pardon. Comment non, enfin, j'ai l'impression que quand on dit adolescence difficile, on pense tout de suite aux problèmes relationnels avec les autres, avec la famille, avec les professeurs, et je pense que j'ai pas eu Là où c'était difficile, c'est que j'avais pas envie d'être là. Donc j'avais pas envie d'être
à l'école, j'avais pas envie d'être en groupe. C'était difficile parce que c'est un âge où généralement on est un peu... Quand on se replie dans son coin, on passe un peu pour celui qui fait rien ou celui qui veut rien. Donc je me sentais plutôt... je me sentais pas non plus ultra mal à l'aise, mais en fait je me sentais trop grande. Donc c'est difficile d'avoir déjà un sentiment d'adulte, que j'avais peut-être quand j'étais petite d'ailleurs, mais où je me sentais très bien avec les adultes, mais très, très mal avec les gens de mon âge. Donc j'avais hâte de grandir. Je peux pas dire que c'était l'horreur, mais j'étais pas... il y avait une inadéquation évidente entre mon âge intérieur et celui que j'avais en vrai. Et tout ce que j'avais l'impression de percevoir des gens et de comprendre déjà. Et puis après, je me suis rendu compte qu'autour de moi, c'était peut-être des choses qu'on savait pas encore. Enfin, j'avais l'impression d'être en avance, pas du tout scolairement, mais d'être en avance dans ma tête et d'avoir terminé. Enfin, de toute façon, j'ai toujours eu l'impression à la fois d'être restée une enfant et d'avoir 85 ans. Donc, j'étais pas, voilà, j'étais pas dans le bon âge. Et à cet âge-là où il faut vraisemblablement... faire partie d'un groupe pour briller ou pour être un peu... pour exprimer des choses, moi, j'étais pas capable. Donc, bon, voilà, c'était pas la douleur totale, mais c'était pas... j'aimais pas. C'est la question. À l'adolescence, on est rebelle, on a envie de changer le monde et puis finalement pas tant que ça. Est-ce que le titre de votre recueil, Rebelle un peu, signifie ce décalage? Oui, oui, exactement, c'est ça. Et puis c'est un peu humoristique, oui, c'est un petit peu, on a des grands, des grands ou des grands idéaux ou des grandes envies et puis on les calme un peu parce que... Non, je pense que c'est ça et aussi... l'idée de la rébellion qui est très importante, mais en même temps, comme il y a cette idée quand même de masse et de groupe dont il faut faire partie, au moins d'un petit groupe, assez vite, au lieu d'être rebelle, on est tous pareils. Donc, enfin, être rebelle en groupe, pour moi, c'est pas être rebelle, c'est quand on est rebelle tout seul. Là, je me dis, ah oui, il y a quelque chose qui va être de l'ordre du courage rebelle tous ensemble. Ça ressemble plus à se conformer aux voisins, donc au conformisme, et donc ça me faisait rire de me dire, bon allez, il y a le grand élan, et puis en même temps, après, hop, c'est cassé par le un peu. Arrête de faire ta drama queen, Freud a bien couché avec sa mère. Pourquoi avoir choisi des titres étranges? Comment trouvez-vous vos titres? Alors les titres, il n'y a pas toujours des recettes. Parfois, ça va être un passage de la nouvelle. Parfois, je vais avoir le titre avant la nouvelle. Là, j'avais envie, dans ce recueil-là, dans l'ensemble, je ne sais plus si je dis vrai, mais j'ai l'impression que souvent, ce sont des phrases adolescentes, en fait. Pas tout le temps, hein, mais je crois que, bon, pour beaucoup. Donc des phrases prononcées par les adolescents des nouvelles. Le titre, c'est toujours bizarre parce qu'il m'est arrivé d'écrire des livres en partant du titre et en me disant ah, tiens, j'ai un titre, qu'est-ce que ça raconte? Et puis parfois ça vient signer la nouvelle comme un rappel. En même temps, c'est compliqué parce que je trouve qu'il ne faut pas souligner. Quand dans la nouvelle on a une phrase dont on est fier, par exemple, il faut mieux éviter d'en faire un titre. Et du coup, je ne sais pas tellement comment ça marche le titre. Ça vient. Je peux même pas dire que c'est évident parce qu'assez souvent j'en change parce qu'on me dit que ça va pas. Donc il y a un tâtonnement. Ce que je sais, c'est que voilà, au départ dans ce recueil, je m'étais dit que j'allais intituler les nouvelles avec des ordres qu'on donne aux enfants. Va te laver les mains, te couche pas trop tard, etc. Et puis en fait, assez vite, je me suis dit c'est pauvre, c'est un peu mécanique. Donc Freud a bien couché avec sa mère, c'était l'idée de cette jeune fille qui sort une phrase un peu, qui l'arrange. Enfin bon, je sais pas, je trouvais ça comique. Et puis comme je me moquais un peu d'elle, je trouvais ça bien qu'elle s'appuie sur des théories très cultivées ou avancées. Donc ça me faisait rigoler.
Arrête de faire ta drama queen. Je pense que c'est parce que j'avais découvert le mot drama queen et je ne connaissais pas, donc je m'en suis servi à fond. Julien. Donc il ne va pas relire le début de Ratoun. Et la suite qui a... D'accord. Ce voyage scolaire en Normandie arrive au bon moment. Un peu d'air frais me fera le plus grand bien. C'est incroyable, ils sont tout le temps sur mon dos. J'ai plus 10 ans, merde. Et depuis que je suis rentré au lycée, c'est encore pire. Je ne peux pas sortir, ils surveillent mes réseaux sociaux et j'en passe. Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Je suis soulagé de me savoir loin d'eux pendant une semaine. Enfin, le bus démarre. Je vois la taupe qui chiale comme une madeleine et le pingouin qui la prend dans ses bras. C'est pitoyable. Jusqu'à quel âge vont-ils me coller? Au moment où le bus a commencé à démarrer, c'est un sentiment de délivrance qui m'envahit. Je me sens enfin libre. Au bout de quelques minutes de route, je m'endors. Et je commence à rêver de cette semaine sans eux. Qu'est-ce que je m'amuse, qu'est-ce que je rigole. Chose que je ne fais plus depuis plusieurs mois. Je m'amuse avec les autres, je suis pleine de joie. Je me vois passer mes journées au bord de la Manche avec mes amis. Je ne pense plus du tout à mes parents. Alors Ratoun, tu ronfles? Et lorsque je me réveille, je suis perdu. Je ne vois pas des camarades. Je suis en fait dans la voiture avec mes parents, sur la route des vacances. Je me mets à pleurer. Tout ça, ce n'était qu'un rêve. On dirait qu'effectivement, la taupe et le pingouin seront sur mon dos pendant toute ma vie. C'est Michael pour un relais. Combien de temps avez-vous mis à écrire ce livre et cette nouvelle? Le livre, je dirais environ 9 mois. Et chaque nouvelle, ça dépend des nouvelles hein, quand même. Il m'est arrivé... Oh, je ne me rappelle pas. En fait, je ne suis pas capable de vous dire. Il y a des nouvelles qui arrivent... je sais pas, c'est comme un éventail, quoi. Ça fait tac, 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 comme ça, et après, hop, ça se referme, et c'est bon, c'est plié, et c'est nickel. Mais il y en a énormément que je retravaille beaucoup, 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 et sur la structure, et sur l'écriture, et sur les trucs qui vont pas. Ouais, non, vraiment, ça dépend. Je pense qu'il y a quelques nouvelles que j'ai écrites rapidement, et d'autres qui ont pris plus de temps. Après, j'aime bien les laisser reposer. Les relire, et quand je les relis, en général, je les retravaille. Il y a quand même beaucoup de travail de réécriture. En fait, on sent quand ça va pas. On sent quand le fil n'est pas vraiment tendu du début à la fin. On sent, mais parfois on sent, mais on ne sait pas comment y remédier. Donc ça prend du temps. Je pense qu'il y a des jours où j'écris une nouvelle sans relire les autres, et puis il y a beaucoup de jours où je relis les autres, et où là je passe ma journée à me dire « Ah non, ça va pas ». Et j'aime bien relire à un moment où je me dis « C'est plus moi qui les ai écrites parce qu'elles ont un certain âge ». Et là je vois davantage les défauts. Donc il y a aussi ce temps-là, ce temps où j'y touche pas et où je les oublie un peu avant de les reprendre. Quelle est la nouvelle que vous avez préféré écrire dans Rebelle un peu? Je pense que c'est la dernière. C'est la dernière, donc qui raconte l'histoire de cette jeune fille coincée à l'hôpital sur un lit à tout jamais. Parce que, je sais pas, parce qu'elle m'a vraiment rendue triste, parce que c'était bizarre, hein, mais vraiment j'étais complètement submergée par ce truc. Et j'arrivais pas à l'écrire parce que ça me rendait très triste. Enfin, je voyais bien que j'étais submergée, et donc j'aime bien quand même atteindre des états comme ceux-là. Donc je pense que c'est pour ça, ça doit être celle-là. Avez-vous déjà rencontré des adolescents dans des lycées ou des collèges? Ouais. Oui, assez régulièrement. Depuis Insectes, en fait, on a commencé à m'inviter au moment d'Insectes parce qu'il y avait des profs de français qui le faisaient étudier aux élèves. Et donc j'ai commencé à ce moment-là, et en général ça se passe comme ça, avec des questions à la fois sur le roman, mais beaucoup sur l'écriture, comment on fait pour écrire, comment ça marche, sur la définition de tout ça, si tant est qu'il y en ait une. Et là, vous êtes arrivé en Bourgogne hier? Oui. Hier j'étais dans un lycée hier matin, hier après-midi.
à Auxerre, puis à Beaune. Et oui, donc là, à chaque fois, c'est des rencontres dans le cadre de ce prix. Ouais. Alors, c'est Vincent qui va lire le texte de Léa qui est absente. Je suis en 5e et je suis vraiment un obode. Je suis bon élève, mais à la récré, les notes ne sont pas en corrélation avec le respect. Depuis la rentrée, tout le monde me traite de cassos. J'envisage donc ma transformation sur un nom. Le groupe des populaires, je peux vraiment dire que c'est le groupe des blaireaux. Je le sais. Pourtant, si je veux vivre serein jusqu'en terminale, il faut absolument que j'en fasse partie. Par nature, je me fiche de mes vêtements et j'aime lire peinard. Seul dans la cour, mais ce n'est pas viable sur 6 ans. Il n'y a qu'un moyen pour qu'on ne se moque plus de moi. C'est d'avoir les mêmes vêtements qu'eux. J'ai commencé par changer mes pantalons pattes d'éléphant pour mettre des joggings de marque. J'étais tout à fait ridicule. J'ai dû troquer mes gros pullovers en laine contre des polos, des vestes, des gilets. Quelques élèves du collège commençaient à m'adresser la parole. J'en conclus donc que j'étais sur la bonne voie. Pour ne pas en faire trop, je décidai de ne plus rien changer de mon physique pour le moment. Après les vacances de Noël, j'opterai pour un sac Eastpak, puisque tous mes camarades ou presque en possèdent un. Il est facile d'en trouver en grande surface. J'arrêterai de lire des livres aussi. Enfin, j'en lirai quelques-uns chez moi, pour avoir un minimum de culture générale et puis... parce qu'au fond, j'aime lire. Pour mon anniversaire, je demanderai un téléphone ou bien des sous. Je m'achèterai mon propre téléphone. J'espère que pour le mois d'avril, je ne serai pas l'élève le plus populaire du collège, mais qu'au moins, j'aurai des amis avec qui je pourrai parler, échanger. C'est nous qui va poser la dernière, mais j'ai déjà eu des indices. Et votre prochain livre, ce sera un roman ou un recueil de nouvelles? Alors, donc il y a 2 romans. Un donc dans une collection dite pour adolescents qui s'appelle Proxima du Centaure, qui sort début février. Et c'est pas la suite, mais justement quand je parlais de la dernière nouvelle de Rebelle un peu, il y avait cette fille allongée sur son lit et quand j'ai refermé le recueil, j'arrivais pas à la laisser allongée sur son lit. Donc elle me hantait pas mal et j'ai écrit Proxima du Centaure, qui est l'histoire d'un garçon allongé sur son lit, d'hôpital aussi. Alors lui, il a une autre histoire, c'est qu'un matin, il est dans sa chambre et il voit passer une fille en bas de chez lui et il tombe. Et il devient complètement légume sur un lit d'hôpital avec vraiment la mort sur la ligne d'arrivée. Simplement, il est assez marrant, il a toute sa tête, il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger, etc. Et là, c'est un roman, donc c'est pas une nouvelle, et on a son histoire, à la fois ce à quoi il aspirerait, ce à quoi il rêve, et la vie de son collège, de ses parents, de sa sœur, de sa grand-mère, de tous ces gens qui viennent le voir à l'hôpital. Et donc, voilà, j'ai pas abandonné la petite, mais je l'ai transformée en garçon. Donc ça, c'est le Proxima du Centaure, et le livre qui sort début avril, qui s'appelle Ma Grande, c'est un roman aussi, et c'est l'histoire d'un homme qui tue sa femme parce qu'elle est chiante, et qu'elle le pousse à bout. Et donc, ça raconte, dès le début, on sait que c'est lui qui l'a tué. Donc le but, c'est pas l'enquête, c'est vraiment de raconter. Voilà, il raconte en fait, en s'adressant à sa femme, le processus. Il raconte ce qui l'a poussé à commettre cet acte-là, et on a du coup l'histoire de lui, sa femme, leur fille, et la vie pourrie qui s'apprêtait à passer pendant 70 ans et qu'il a préféré interrompre. Ça, ce sont des œuvres qui sont terminées, oui, prêtes à être publiées. Oui. Alors, sur quoi est-ce que vous travaillez sur quelque chose? Là, vous pouvez nous parler?
Alors là, je travaille, je commence tout juste à me dire que j'écris un livre qui doit être un roman sur la mère d'un tueur en série, mais je me dis que peut-être que c'est elle qui aurait commis tout ça. Dans ma tête, c'est à peu près aussi flou que ça, je ne peux pas vous dire plus, mais en tout cas, je crois que c'est une mère qui raconte le monstre qu'elle a fabriqué, ou qu'elle n'a pas fabriqué. C'est ça mon problème actuel, en fait. Parce que du coup, enfin, voilà. Vous avez commencé l'écriture. Oui, oui. Et vous vous laissez guider, comme vous nous Oui. disiez tout à l'heure. Oui, mais enfin bon, j'ai vraiment écrit 3 pages, donc je sais toujours pas ce qui... Je sais pas très bien si... Au début, je me suis dit, je vais raconter la mère d'un psychopathe. Comment on en fabrique un, en fait, parce que je me dis que ça tombe pas du ciel, qu'on doit quand même, en tant que mère, jouer un peu sur son caractère. Mais en fait, je me suis dit, ouais, mais ça m'intéresse pas trop, parce que en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, il faut que je trouve où est le monstre, et après, peut-être que ça va avancer. Merci à vous pour vos questions, et puis merci à Claire Castillon pour la qualité de ses réponses. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci pour les textes que vous avez écrits. On peut applaudir Madame Castillon.